Merci de votre accueil. Merci de me permettre de suivre deux grands noms dans le tourisme au Québec, M. Arsenault et M. Zinz. Moi, je vous fais présenter en rafale quelques images qui m'inspirent et qui m'ont permis de vous présenter une approche particulière par rapport à l'importance des paysages pour les associations touristiques. Vous comprenez qu'au Québec, on a des structures en tourisme. Vous le savez, on a une tendance au Québec d'en faire beaucoup. Et les ATR font partie de cette structure hiérarchique assez importante. Nous sommes plusieurs au Québec. Je vais présenter un peu le portrait de tout ça. Mais d'abord, avant tout, notre but ultime, c'est de vendre le Québec. Alors, les ATR investissent environ 65% de leur budget pour la promotion de leur région aux Québécois et en dehors des frontières du Québec. Et curieusement, quand on voit les images comme celui-là, une image du passé, on n'a pas beaucoup évolué finalement dans la mise en marché du Québec aux Québécois puis à l'étranger. Ça, c'est une image des années fin des années 30, une magnifique image du fjord du Saguenay, visiter le Québec, la province de Québec. Et cette année, le guide Gaspésie, le Rocher percé. Depuis 35 ans que la terre Gaspésie existe. Je pense que le Rocher a eu 33 sur 35 apparitions. Alors, vous comprenez pourquoi, bien sûr, c'est une icône, c'est un emblème, c'est ce qu'on appelle un paysage emblématique. Mais depuis quelque temps, on essaie d'insérer des humains, parfois des oiseaux, mais de plus en plus des humains, dans ces images, parce que c'est porteur, en fait, des messages de plus en plus. Le monde touristique essaie de vendre des expériences, et bien sûr, le paysage ne suffit plus uniquement comme élément. Alors, vous allez voir, si vous prenez un des guides des différentes régions du Québec, vous allez voir de plus en plus des êtres humains actifs en faisant quelque chose. Et la Gaspésie suit cette tendance, bien sûr. Les îles de la Madeleine, ils ont fait une approche différente. Et d'ailleurs, les îles de la Madeleine, c'est un peu la Gaspésie il y a 50 ans. Les îles ont pris un peu une place que la Gaspésie avait autrefois. Michel parlait de l'accessibilité. Les îles font rêver des gens parce que c'est un peu inaccessible. Et en parfait même, ça devient un rêve pour y aller. Tous ceux qui connaissent la région on fait la promotion de cette magnifique destination et tous ceux qui ne l'ont pas déjà visité, bon, ils veulent tous y aller parce qu'il y a une question d'accès qui devient un peu partie de l'expérience. Les îles ont fait une expérience particulière cette année. Ils ont laissé les 50 000 visiteurs des îles choisir leurs photos sur le guide des îles. C'est une approche intéressante, interactive, médias sociaux, et ainsi de suite. Et ce qui est révélateur, en fait, c'est qu'est-ce qu'ils ont choisi, c'est 50 000 personnes, mais c'est un paysage avec l'humain, mais quand même l'humain discret. On voit un bateau ou deux, le bateau du CTMA un peu au loin, puis un autre en avant-plan. Mais on voit que quand même, on est dans une iconographie, dans un symbolisme et dans un vocabulaire quand même assez régulière. Et quand vous faites un peu d'analyse des autres régions touristiques à l'échelle mondiale, vous allez voir, on utilise beaucoup ce genre d'imagerie. Et sur les ondes actuellement, vous êtes inondés par les différentes régions du Québec qui fait plaisir à M. Perrado et son équipe parce qu'on achète beaucoup de temps d'antenne sur les canaux de télévision pour vous faire convaincre, vous tous, parce que vous êtes vraiment la marché cible de nous tous, des Montréalais qui sont dans les professions, qui voyagent et qui veulent voyager. Vous êtes la cible principale de nous tous. Alors, on bombarde le Québec avec des annonces publicitaires pour vous attirer dans nos propres régions. Et d'ailleurs, Mme Ouellette a fait état de ça. La problématique du Québec, c'est qu'on n'a pas assez de monde qui vient en dehors de nos frontières. On a beaucoup de Québécois qui voyagent, heureusement pour nous, parce qu'on est très fidèles, finalement, à nos destinations. Mais on a quand même un problème récurrent avec les Ontariens, puis surtout les Américains, qui visitent beaucoup moins qu'on aurait pu espérer. Alors, les îles de la Madeleine ont changé la donne, mais quand même, l'image porteur des îles pour 2014-15, c'est une image typique des différentes guides du passé. J'en passe vite sur les ATR. C'est un réseau qui regroupe, en fait, il y a un organisme qui chapeaute les ATR, mais dans chacune des régions du Québec, qui sont parfois des régions administratives, mais parfois des régions administratives un peu jumelées, nous avons une association touristique régionale. Et comme je l'ai dit, leur mandat principal, c'est de faire la promotion. On fait d'autres choses, bien sûr, mais notre mandat principal, c'est une forme de mélange d'une fédération d'affaires, en fait. C'est des entreprises touristiques qui vont décaisser une somme d'argent annuelle pour devenir membre d'un ATR, pour avoir des privilèges qui viennent avec.
Et on est parfois un peu un organisme de représentation. Nos députés, nos ministres, nos instances régionaux. Et le paysage fait une partie, mais quand même une partie mineure de nos interventions. Vous allez voir dans la présentation, on ose parfois intervenir dans le paysage, mais selon moi, pas assez. Pas assez, puis vous allez voir les résultats de ça tout à l'heure. Mais le réseau des ATR, c'est un réseau fort. On est partiellement financé par le gouvernement, mais on est grandement plutôt financé par les membres qui cotisent annuellement. Et c'est les visiteurs de plus en plus aussi qui nous financent, parce que vous avez, si vous avez resté une nuitée dans une chambre d'hôtel ici à Montréal ou ailleurs, vous allez payer une cotisation, une taxe sur l'hébergement. Et de plus en plus, c'est cette taxe-là qui nous permet de faire deux choses principalement. C'est de vendre la destination aux Québécois et à l'étranger, mais aussi d'investir dans le développement, parce qu'on a des partenariats avec le ministère du Tourisme. Et l'argent récolté de nos visiteurs, qu'ils soient québécois ou de l'étranger, nous permet d'investir dans le produit touristique. Alors, tous les magnifiques programmes que le ministère a dévoilés récemment, qui sont en train d'être actualisés jusqu'à temps que M. Legault devienne premier ministre, si on continue, parce que c'est des politiques des deux gouvernements, en fait, c'est une politique du gouvernement précédent et confirmée par le gouvernement actuel, ils ont décidé d'investir quand même massivement dans le tourisme pour la première fois depuis 35-40 ans pour augmenter la qualité de nos installations touristiques. Alors, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie, bien sûr. C'est partiellement financé, bien sûr, par l'industrie privée, mais il y a quand même un parrainage important que l'État va amener à cette démarche. Alors, l'industrie touristique, Paul a fait état de ça, c'est bien important pour tout le monde. Bien sûr, les ATR, il y en a quelques-unes qui sont plus importantes que d'autres, dont Montréal et Québec, mais chacune des régions est dotée d'une structure comme ça, avec une équipe permanente, des professionnels qui ont bureau, qui travaillent fort pour le marketing, qui administrent l'association et qui regroupe pas mal de monde. En fait, en Gaspésie, on n'a pas loin de 1000 membres. En fait, souvent, les ATR sont nés des hôteliers qui sont regroupés. Par la suite, les attraits sont greffés aux hôteliers. Par la suite, il y a un certain nombre d'intervenants qui sont greffés. Et maintenant, en Gaspésie, avec 1000 entreprises touristiques, on a les plus importantes, je dirais, chambres de commerce en Gaspésie administratif. Alors, on est quand même très puissant sur la scène administrative et sur la scène sectorielle. Et bien sûr, la Gaspésie représente une des régions touristiques avec le plus haut taux de touristique, en fait. On a une économie de plus en plus dépendante sur le tourisme quand on compare aux autres régions. Il n'y a plus de forêts en Gaspésie, il n'y a plus de poissons. En fait, il y en a beaucoup moins d'industries performantes. On a des éoliens dont je fais état dans un instant, mais la Gaspésie, comme dans beaucoup de régions ou de pays en développement, le tourisme est devenu une des engins principaux de son développement. Ça explique encore pourquoi la Gaspésie touristique et son ATR sont très importants. Alors, on dépense, comme vous voyez, beaucoup en promotion, 60 on est quand même très performante. On dépense le moins possible en administration, le plus possible en promotion, mais on dépense quand même 15 à 20 en développement. Ça veut dire qu'on donne l'argent aux entreprises touristiques qui ont un projet de développement, un hôtel à rénover, un site touristique qui veut se développer, un plan de promotion intéressant, un programme de consultation entre entreprises, un plan de formation, le recrutement des individus comme ça pour que vous installez en région pour démarrer une entreprise touristique. La relève touristique est devenue une problématique majeure. Alors, les ATR sont très présents sur ces différents éléments. Moi, je travaille au Journal Métis depuis 20 ans. D'ailleurs, c'est presque mon anniversaire d'arriver en région. Moi, je suis natif de l'Outaouais, mais ça fait 20 ans que je suis en Gaspésie. J'ai pris la relève d'une entreprise gouvernementale qui est achetée de ma famille une trentaine d'années plus tôt. Alors, c'est un hybride assez unique où je m'improvise depuis 20 ans en tourisme. Et bien sûr, comme mon entreprise touristique est un jardin, j'ai un paysage, mais un paysage un peu unique, dans le sens que mon paysage est vraiment un paysage renfermé intérieur et qui est loin des paysages adjacents. Alors, heureusement pour moi, il n'y a pas beaucoup de jardins de cette envergure au Québec, mais notre paysage autour, bien sûr, c'est ça ce qui attire les gens dans notre région. Ça, c'est une photo cliché, ça paraît peut-être pas très clairement sur l'image, mais c'est une photo de Notman de 1902. Et ça fait état du paysage à l'embouchure de Métis il y a 110 ans, avec la grande maison de mon ancêtre sur la colline qui avait une vue magnifique sur les paysages. Alors, la Gaspésie a toujours été un endroit qui attirait les gens par des phénomènes climatologiques particuliers, entre autres l'air frais,
était beaucoup plus important que le paysage pour la visite de notre région. On fuyait à Montréal, on fuyait d'ailleurs les bateaux qui arrivaient ici à Montréal, plein de typhus, de choléra, de variole et tout ça. Alors les Richissimes de Montréal, comme mes ancêtres, sont allés le plus loin possible pour s'installer au bord de l'eau pour avoir de la climatisation à bas prix. Chose toujours possible. Alors, la Gaspésie a une vocation touristique très particulière, un peu comme les autres stations balnéaires le long du fleuve, qui soient la Melbaie ou Baie-Saint-Paul ou autre. On avait une composante un peu différente à cause de notre complexité linguistique avec les anglophones, les écossais et les francophones. Mais ceci dit, ce sont toujours des lieux d'évasion. Alors, notre paysage à nous, ça a été un peu secondaire à la phénomène de station balnéaire où on s'installait dans un village pour avoir l'air frais et une société autour avec des facilités, des activités quand même contiguës à nos espoirs. Alors, comme Michel parle de ce phénomène de vouloir, aujourd'hui, où le phénomène réel, c'est qu'on promène partout le monde, puis on a les mêmes types de services. En fait, mes ancêtres cherchaient exactement cette expérience. Ils voulaient être dans une station balnéaire, mais avoir accès à l'église. Ils cohabitaient finalement les mêmes personnes à Montréal, mais dans une station balnéaire à 600 km d'ici. Alors, c'était quand même un ancien phénomène touristique qui a fait en sorte que notre paysage est habité depuis 125 ans. Bonne Grande Maison, bien sûr, que vous connaissez, ceux qui l'ont visité. Et nous sommes aux portes de la Gaspésie touristique. Alors nous, on est 580 km d'ici, mais la Gaspésie, c'est une immense région, 100 000 habitants, qui débute en quelque sorte à nos portes. Alors nous sommes aux portes de la Gaspésie touristique. Qu'est-ce qui attire les gens à Gaspésie? Paul et Michel ont fait écho. Bien sûr, c'est les paysages. Puis quand je fais des sondages auprès de ma propre clientèle, heureusement pour moi, il y a environ 12 % qui viennent au jardin pour les jardins, mais il y a 40 % qui viennent pour les paysages. Alors, moi, je suis un produit d'appel, mais c'est les paysages qui attirent les gens. Il faut dire que le paysage, je pense qu'il faut le comprendre dans deux sens, parce que en Gaspésie, on a des espaces et nous avons des paysages. Et je pense, honnêtement, pour les Français ou les Européens, de leurs francophones qui nous visitent beaucoup à l'automne, c'est sans doute l'espace, autant que les paysages qui les attirent, parce qu'ils viennent chez nous, puis on les voit respirer après 600 km d'autobus. Et c'est l'espace qui les épate au Québec. Ce n'est pas nécessairement le paysage comme tel, qui est quand même, la France est dotée des paysages magnifiques, mais cette ouverture d'espace, cette grandiosité d'espace, le fleuve avec son ampleur, le fait que notre paysage n'est pas habité. En tout cas, dans leur tête à eux, notre paysage est vide. Le paysage maritime, d'ailleurs, est vide. Ça, c'est un problème majeur que nous avons, c'est notre paysage maritime. Puis on a fait écho de ça. Il n'y a pas de bateaux, peu de bateaux de plaisance, quelques cargos de Port-Martin et compagnie, mais très, très peu d'activités sur notre fleuve. Et quand le ministère décide de mettre ça comme un objectif, c'est tout un défi, d'habiter le fleuve avec l'activité. Ça prend des gens courageux avec des wetsuits et des kayaks de mer. Puis, en fait, ça prend toute une infrastructure pour que ça fonctionne. Alors, la Gaspésie, c'est les paysages. Oui, c'est les paysages habités, c'est les paysages culturels, c'est les paysages un peu atypiques. Puis d'ailleurs, Michel a fait mention de Lower East Side qui lui attire, mais en fait, curieusement, la Gaspésie a attiré beaucoup de monde des années 20, les Américains qui sont venus au Québec, entre autres pour la pauvreté, je dirais, d'habitation, des photographes qui sont venus de Lower East Side de New York pour photographier les magnifiques maisons gaspésiennes, mais d'une pauvreté extraordinaire, les gens qui y habitaient d'une façon simple. C'était pas croyable, des maisons non peintes. En fait, c'est un peu la Labrador dans les images qu'on voit actuellement sur les annonces publicitaires. Ils sont venus pour voir la simplicité, je dirais, volontaire de l'époque, pour s'évader de cette ville plein d'activités, plein de poussière et tout ça. Alors, la Gaspésie a toujours eu cette composante d'attraction à cause de sa simplicité. Et d'ailleurs, c'est une approche marketing qu'on doit peut-être développer, d'ailleurs, comme la Terre-Neuve et le Labrador l'ont fait. Alors, la Gaspésie, c'est le Rocher-Percé, c'est les habitations, c'est les gens qui l'habitent. Anciennement, c'était une mer habitée avec beaucoup de bateaux. Si vous faites la tour des salons des quatre postaux, vous allez voir, la Gaspésie était plein de bateaux de pêche qui faisaient aussi partie de son attraction. Les paysages en Gaspésie, c'est un défi aussi, parce qu'on a fait mention, en fait, qui gère le paysage au Québec? Nommez-moi le ministère responsable. Le ministère de la Culture un petit peu, le MAMRO beaucoup. Le ministère des Transports, c'est sans doute le ministère qui gère nos paysages le plus activement possible.
Je vous dis, combien d'architectes paysagistes travaillent pour le ministère des Transports aujourd'hui? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein? D'ailleurs, s'ils embauchent, comme ils vont faire, des ingénieurs pour redoter une équipe au ministère des Transports, j'espère bien qu'ils vont embaucher au moins une architecte paysagiste par 10 ingénieurs, parce que je pense que l'importance du paysage routier au Québec est incroyablement importante. Puis d'ailleurs, à nos portes, il y a l'autoroute 20 qui arrive à pas tout dessus avec des composantes qui ne sont pas tout à fait construites. Mais l'autoroute 20 dans notre région, c'est la même qu'ailleurs. Et on peut se poser des questions, pourquoi nos autoroutes sont toujours les mêmes? Qu'est-ce qui nous amène à faire une forme de cookie cutter des routes, tandis qu'il y a quand même une composition régionale? Pourquoi les plantations sont similaires? Pourquoi la route est identique? Et d'ailleurs, on travaille avec l'école d'architecture ici, de paysage, avec Paola ici en équipe, avec le ministère, pour essayer de construire ou de construire un nouveau pont sur la rivière qui enjambe la rivière à nos portes et de voir une modification intelligente et unique du pont ancien qui va transformer en piste cyclable. En fait, la Gaspésie, le paysage devient un enjeu de temps à autre quand quelqu'un construit, comme ils l'ont fait à Percé, une toiture qui dépasse. Alors, il y avait toute une surprise à la Côte du Surprise quand quelqu'un a construit une toiture qui dépassait légèrement les normes, en fait. C'était dans les normes, en fait, parce que l'aménageur jugeait que c'était correct, mais soudainement, le rocher était plus perceptible quand vous arrivez sur Percé. Alors, le paysage est un enjeu jusqu'à temps que ça devienne un enjeu, en fait. On prend pour acquis nos paysages jusqu'à temps que ça devienne un enjeu. Moi, j'ai fait faire une petite étude l'été passé par un stagiaire de l'école de Versailles qu'on avait chez nous pour analyser un terrain à laquelle je suis impliqué sur une CIA qui gère des magnifiques, les grandes maisons fétiches à Percé, la maison de la Villa James, puis la maison Wexford. Puis quand j'ai donné l'étude, je constatais qu'on gère tellement peu bien nos paysages emblématiques que c'est pas croyable. Percé, c'est sans doute le lieu le plus photographié après le Château Frontenac et peut-être le Stade olympique. Et on ne gère aucunement ce paysage. C'est un paysage complètement sans gestion. Alors, j'ai fait une petite étude que j'osais faire, en fait, pour informer le milieu adjacent, pour dire, écoute, peut-on faire un peu plus? C'est un paysage emblématique, mais on ne gère pas. Alors, je pense que dans la salle, il y a peut-être une approche qu'on pourrait faire, une invitation qu'on pourrait donner aux architectes paysagistes naissantes, en fait, c'est de faire une approche un peu guérilla, c'est d'attaquer les lieux emblématiques et de les analyser. Ce n'est pas nécessairement pour planter des élus ou pour critiquer personne, mais c'est juste d'analyser finalement des paysages importants pour dire, écoute, peut-on faire mieux? C'est ce que j'ai fait à Percé. Et ça se chemine, j'espère bien, vers des installations paysagères. Juste garder la signalisation devant le rocher Percé. Mettons, on a besoin d'un architecte paysagiste pour clarifier au moins la hiérarchisation d'informations. Tout ça, c'est valable. Sécurité, danger de roche, les oiseaux qui sont magnifiques, ne pas cultiver les mis, ne pas s'assassiner d'une façon inappropriée, mais en fait, allons-y quand même d'une façon plus structurée dans les analyses paysagères qu'on peut faire. Mais ce n'est pas l'ATR qui va le faire, c'est les acteurs multiples qui doivent être rassemblés pour faire cet exercice. Mais je pense que vous, les architectes paysagistes, vous avez une espèce de culot d'analyse et un regard externe qui peut nous aider, nous tous, à aller un peu plus loin dans nos réflexions. L'an passé, il y avait tout un tollé parce que le ministère des Transports a investi la route 132, qui est la route touristique autour de la Gaspésie, avec un tas de pierres, en fait, pour stabiliser les berges. Et le paysage, soudainement, est devenu l'enjeu principal du secteur. Ce n'était pas les touristes, d'ailleurs, qui l'ont réagi, c'était les habitants qui ont dit « ça n'a pas de bon sens, vous avez un paysage, respectons-le ». C'est pourquoi, d'ailleurs, au Québec, on a de plus en plus de chartes des paysages, mais comme on sait avec le débat qui vient se terminer avec l'élection, une charte est compliqué parce que ça nécessite une participation citoyenne pour que ça fonctionne. Puis par la suite, ça va nécessiter aussi une forme d'administration de cette charte. Donc, beaucoup de chartes de paysages dans toutes les régions touristiques, je pense qu'on les a pas mal tous, mais ça nécessite quand même quelqu'un à la fin qui amène ça plus loin pour qu'on respecte. Dans ce cas ici, c'est un tollé public, les médias qui ont ri un peu des fonctionnaires. Finalement, la solution, ils vont rehausser le chemin de 1 mètre à coût de 5 millions.
pour qu'on puisse avoir à la fois la protection des berges et une route touristique. Les éoliens, c'est ça ce qui a beaucoup amené la discussion en territoire en termes des paysages. Les recherches sont un peu mixtes, mais quand même, on constate que les touristes qui viennent en Gaspésie aiment les éoliens. On pensait le contraire, mais en fait, ils aiment les éoliens. Ça se peut qu'ils n'aimeront plus quand ils voient 1200, mais pour le moment, ils les aiment. On pensait le contraire. Puis d'ailleurs, les citoyens, généralement, ils aiment moins les éoliens que les personnes qui viennent de l'étranger, peut-être parce qu'ils l'ont vu. Mais quand même, c'est des objets que je considère relativement neutres dans le paysage. Certains les trouvent beaux. Mais quand vous comparez, d'ailleurs, avec les installations hydroélectriques, où on sorte le courant sur les fils, c'est ça ce qui cloche un peu plus dans le paysage, généralement, que les éoliens. Je termine juste avec quelques diapos pour indiquer qu'est-ce que nous faisons, nous, au Jardin de Métis pour exporter les paysages et pour voir comment on peut prendre la direction qui a été soulevée, qu'on peut faire un peu chacun des intervenants touristiques dans nos paysages. En fait, nous, on a un projet d'exportation, un programme d'exportation, pas si ambitieux que celle de la ville de Nantes, mais chaque année, on va réaliser des projets en dehors de nos murs, des projets extramuraux, ce qu'on appelle, comme celui-là ici de Pierre Thibault, l'architecte, dans l'hôtel de ville. Celui-là ici de Rosetta Elkin, qu'on va réaliser à Londres très prochainement. Celui-là qu'on a développé un programme depuis quelque temps pour habiter le fleuve avec des installations, parce que le fleuve dans notre coin, c'est un enjeu principal. Il y a beaucoup de dommages qui étaient causés en 2010 par les grandes marées. Il y a beaucoup de terrains en friche. Et de les habiter avec des installations, on trouve ça une invitation de faire un travail avec vous, les architectes paysagistes, pour voir comment on peut habiter le fleuve d'une façon plus dynamique. Donc, ce projet ici qui était réalisé à Saint-Savie l'an passé par Deborah Nagan. Alors, pour nous, les paysages sont importants. Pour les régions touristiques, ils sont bien sûr importants. Et j'en doute pas, pour vous, ils sont importants. Je pense que le défi maintenant, c'est de voir comment on va s'arrimer finalement les associations touristiques, les sites et attraits touristiques et les acteurs multiples pour qu'on puisse amener une vision claire. L'invitation à lancer le ministère du Tourisme a un programme clair, il y a une vision claire, ils ont même des sous-publics qui suivent. Mais je pense que maintenant, l'invitation à lancer à nous tous de voir comment on va pouvoir travailler ensemble pour mettre les régions touristiques encore plus beaux. Merci.